Bonjour à tous, dans la continuité de la vidéo précédente, à savoir l'homme est un primate, nous allons aujourd'hui comparer l'homme et le chimpanzé et voir que même si nous sommes au premier abord différents, nous sommes quand même assez ressemblants. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors oui, l'homme et le singe se ressemblent. L'homme et le singe pensent. Vous allez voir, nous sommes très proches l'un de l'autre. Pour vous, tous les singes se ressemblent? Vous avez appris la diversité phénotypique en classe. Eh bien, regardez ici, vous en avez de la diversité. Pourtant, ce sont tous des chimpanzés. Et quand on regarde de près, non, ils n'ont pas tous le même visage. Exactement comme dans la population humaine. Alors oui, on va définir des caractères spécifiques propres à l'espèce. Et effectivement, nous partageons des caractères communs avec le chimpanzé, mais nous avons une grosse différence au niveau du visage. C'est que nous avons certains caractères de la face moins prononcés, comme par exemple les bourrelets susorbitaires, donc ces bourrelets qui sont au-dessus des yeux, qui portent les sourcils. Nous avons un nez moins prononcé, nous avons une bouche moins prononcée, mais au final, nous avons deux yeux comme eux. Nous avons un nez, une bouche, des dents, un regard, des sentiments. Nous sommes très proches. Si on s'amuse à faire un comparatif homme-singe, on prend Homo sapiens, nous, Pan troglodytes, c'est le chimpanzé actuel, et Pan paniscus, c'est le bonobo actuel. Donc Pan, vous voyez, c'est le même genre, c'est juste l'espèce qui change. Donc longtemps, on a cru qu'il n'y avait qu'une seule espèce de chimpanzé sur la planète, il y en a deux. Donc si on compare ces trois espèces, il y en a une qui domine, l'homme, 6 milliards sur la planète. Oui, bah oui, on pullule, il n'y a pas d'autre mot. Du point de vue des autres animaux, nous sommes envahissants. Le chimpanzé, il en reste 145 à 230 000, le bonobo 15 à 20 000 seulement. On vit plus de 70 ans, alors que eux, 40, 30 maxi. Au niveau de la taille, 170 cm chez l'homme, on est beaucoup plus petit chez les chimpanzés, 170 à 90. Au niveau du poids, par contre, on s'aperçoit que si on est plus grand, on n'a quand même pas une grosse différence de poids avec le chimpanzé actuel. Tout simplement parce que lui, il est quand même vachement plus musclé que nous. Voilà pourquoi il est plus lourd proportionnellement par rapport à notre taille. C'est pareil pour le bonobo. On va se reproduire comme eux toute l'année, on n'a pas de préférence, et on va avoir une gestation comme eux qui dure à peu près le même nombre de jours. Donc vous voyez qu'on a plein de points communs, et on peut terminer sur le régime alimentaire. Nous sommes omnivores, eux dans la nature, ils sont frugivores, insectivores, carnivores à l'occasion, et insectivores et frugivores pour Pan paniscus, le bonobo. Donc ce ne sont pas des chasseurs, d'accord, ils vont manger de la viande quand ils en trouvent, alors que nous sommes des chasseurs, nous sommes donc omnivores. Si nous sommes très proches morphologiquement, physiologiquement du chimpanzé, c'est peut-être que nous avons une information génétique commune. Quand on compare les caryotypes de l'homme et du chimpanzé, donc vous avez ici les chromosomes qui sont représentés. À gauche, c'est celui de l'homme et à droite, c'est celui du chimpanzé, ici pour la paire numéro 1. Donc, on peut faire pour chaque paire le comparatif des chromosomes et des gènes portés par ces chromosomes chez l'homme et le chimpanzé. Et qu'est-ce qu'on remarque? Que globalement, en rose et en violet, on a quand même pas mal d'identités. On va avoir quelques inversions. Par exemple, ici, on s'aperçoit que ce qui est dans un sens pour nous est dans l'autre sens chez le chimpanzé. Pareil, sur le chromosome 4, on a une inversion. Là, ici, sur le 9, là, sur le 17, sur le 18. Et on va avoir également des additions. Et l'addition la plus notable, c'est celle-là. Nous avons en fait chez nous un chromosome numéro 2 qui correspond en fait à deux petits chromosomes chez le chimpanzé. Donc nous sommes à 46 chromosomes, 2n égale 46, donc n égale 23. Chez le chimpanzé, n égale 24, 2n égale 48. Et ce sont ces deux petits chromosomes-là qui sont quasiment identiques à notre chromosome numéro 2 quand on les associe. Si vous les prenez séparément, il y en a un, c'est la moitié d'une autre, et l'autre, c'est la moitié d'une autre aussi. Donc forcément, on s'est dit qu'il y a eu un phénomène ici de fusion de deux chromosomes. On a ici cet événement génétique important qui pourrait être à l'origine de la séparation de la lignée humaine, de la lignée chimpanzé. Alors oui, non, c'est pas que la seule, on est d'accord. C'est le cumul de toutes ces petites additions en jaune et de toutes ces petites inversions en vert qui font que nous sommes à la fois différents, mais à la fois très proches. Bref, à retenir,
99% de notre génome est commun. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. On descend d'un même ancêtre commun et que cette séparation, elle a eu lieu il n'y a pas longtemps. Si on a encore 99% de nos gènes en commun, c'est que nous n'avons pas eu le temps chacun de notre côté de beaucoup muter, de beaucoup évoluer. Par contre, si on revient, pourquoi pas dans 4, 5, 6 millions d'années, oui, peut-être que là, on commencera à avoir de sérieuses différences physiques dues à d'autres mutations. Donc ici, vous avez une comparaison très poussée pour le chromosome 12 humain et le chromosome 12 du chimpanzé. On voit très nettement les identités et ici, tout simplement, une inversion. Donc un petit accident génétique qui fait que ça va pas être lu tout à fait correctement dans le même sens, dans le même ordre et ça va faire des toutes petites différences. Donc on l'a dit, 13 chromosomes parfaitement identiques, environ 98-99%. Alors on n'est pas tous d'accord les scientifiques pour dire c'est 98-99% d'identité moléculaire. Nous avons pu quand même, enfin je dis nous, mais moi je suis qu'une simple prof de SVT, j'ai pas été une grande chercheuse. Enfin bref, nous les scientifiques, vous en ferez partie un jour. On pu donc séparer la lignée humaine du chimpanzé, comme ils ont pu le faire en étudiant donc les gènes. Ça s'est fait en 2006. Ils ont trouvé donc 689 gènes acquis et 86 perdus dans la lignée humaine depuis la divergence homme-singe. Alors que chez le chimpanzé, on a gagné 26 gènes et on en a perdu 729. Donc vous voyez que pour évoluer et muter, c'est pas forcément acquérir des gènes et des mutations. Ça peut être perdre des gènes aussi. Et c'est le cas ici. Donc l'étude a montré que sur les 22 000 gènes humains, il y en avait donc 1418 au total qui n'ont pas leur équivalent chez le chimpanzé. C'est ce qu'on appelle des orthologues. Ils n'ont pas leur équivalent. Donc en fait, ça fait 6,4% du génome qui n'a pas son équivalent chez le chimpanzé. Voilà pourquoi nous sommes foncièrement différents et que nous ne pouvons plus du tout nous reproduire ensemble. Donc ces différences génétiques ont eu forcément un impact sur notre phénotype. Je vous rappelle que le génotype, c'est-à-dire l'ensemble des gènes que l'on possède, est à l'origine de notre phénotype, c'est-à-dire l'ensemble des caractères que l'on possède. Si on compare donc l'ossature de nos deux animaux. Oui, on est un animal. Alors on va commencer par la position de la colonne vertébrale. Nous avons chez les humains 4 courbures, c'est-à-dire la courbure cervicale, c'est creux, la courbure dorsale, c'est arrondi, la courbure lombaire qui est creuse et la courbure sacrée. Chez le chimpanzé, il n'y a que 2 courbures, la courbure cervicale qui est creusée et la courbure dorso-lombaire qui est arrondie. Et de ce fait, de cette position de colonne vertébrale, on a un mode de locomotion qui en découle. Regardez le chimpanzé, il a sa colonne vertébrale qui est courbée comme ça. Comment voulez-vous qu'il se redresse et qu'il reste parfaitement droit? Il va être gêné. Il va pouvoir le faire, oui bien sûr, il va se mettre sur ses pieds, mais il va pas pouvoir rester debout longtemps en appui, il va pas pouvoir pratiquer la bipédie permanente. Alors, cette courbure dorso-lombaire, elle est couplée également avec un bassin qui est beaucoup plus développé que le nôtre. Vous voyez, le nôtre, il n'est pas très haut, alors qu'ici, il est très haut. Et cette position du bassin, cette forme du bassin va avoir un impact sur l'insertion du fémur. Chez l'homme, le bassin est large et court. Les fémurs vont pouvoir s'insérer en faisant un angle de 75 degrés avec l'horizontale et les genoux vont pouvoir se rapprocher. On va donc pouvoir stabiliser la posture verticale. Alors que chez le chimpanzé, le bassin est étroit et long, les fémurs font un angle avoisinant 90 degrés, ce qui fait que les genoux sont écartés et on va être moins stable au niveau du sol. Mettez-vous debout, d'accord? Quand vous marchez, vos pieds sont l'un à côté de l'autre, ils ne marchent pas à 40 cm, 70 cm l'un de l'autre. Ça vous permet de concentrer tout votre poids à un seul et même endroit, enfin une petite zone, et d'être stable. Si vous écartez trop les pieds, vous partagez votre masse sur 2 appuis écartés et vous allez marcher en dandinant parce que votre corps va se balader de droite à gauche, comme les chimpanzés. Alors que si vos pieds sont bien rapprochés, vous allez avancer et votre centre de gravité va faire que votre masse va appuyer entre les 2 pieds, vous allez être stable. Donc la position du chimpanzé qui est induite par les courbures cervicales et la forme du bassin va obliger l'animal à donc être penché en avant. Alors il n'y a pas que ça, il y a également la masse de son crâne et de ce fait, étant penché en avant, il va devoir se retenir. Il va donc appuyer sur ses membres antérieurs. Voilà pourquoi les membres antérieurs chez le chimpanzé sont proportionnellement plus longs que chez nous.
Nous n'avons pas besoin de nos membres en appui sur le sol. Donc l'évolution a fait que, et je dis bien l'évolution a fait que, c'est pas nous qui avons décidé de raccourcir nos bras, les humains qui possédaient des bras plus courts que les autres n'étaient pas handicapés. Un chimpanzé qui possède une mutation qui fait que son bras est plus court que les autres, il va avoir un problème. Au lieu d'avoir la tête ici, il va l'avoir plus basse. Donc lui, au lieu de voir à peine devant, il va voir que le sol. Donc les prédateurs, il ne va pas les voir, il va se faire bouffer. Il est mort, il ne va pas se reproduire, il ne va pas transmettre son caractère à sa descendance. Alors que lui, qui a le bras long, il a la tête à peu près redressée à 1 mètre de haut. Ça va être le même problème pour les orang-outans avec les tigres en Asie. Donc à partir du moment où vous avez la tête à 1 mètre de hauteur et un tantinet redressé, vous pouvez voir les prédateurs arriver. Donc vous allez vous en sortir, donc vous allez survivre, vous allez vous reproduire et transmettre le caractère bras long à votre descendance. Donc, chez nous, les humains, vu que la bipédie s'est mise en place, les bras raccourcis n'étaient pas handicapants. Donc ce caractère a été conservé progressivement au fur et à mesure des générations. On a eu de plus en plus de ces espèces de singes-là redressés avec des bras courts. Donc ça n'a pas dérangé. Voilà pourquoi nos bras sont proportionnellement plus courts que ceux des chimpanzés. Donc les chimpanzés ont le bras long, ça va leur permettre de s'appuyer sur la main. Et donc forcément, on va observer au niveau des mains une différence. Chez le chimpanzé, le pouce est court et mince et les phalanges sont incurvées. On a une faible sensibilité au bout des doigts. C'est normal, imaginez, il marche tout le temps par terre sur le knuckle walking. Si on a une forte sensibilité au bout des doigts, il va passer son temps à faire aïe, 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 je peux pas, mais je peux pas, je peux pas. Alors que nous, essayez de faire ça, marcher avec vos mains là. Vous allez voir comme vous allez en baver, ça va vous faire mal parce que vous avez une forte sensibilité au niveau des doigts parce que pour nous, nous avons développé l'autopode qui se trouve sur notre membre antérieur pour attraper des objets sans saisir, faire des outils. Donc nous avons développé une sensibilité plus importante au niveau des doigts que le chimpanzé. Et donc si je reprends la main de Coco, vous voyez bien que son pouce est franchement plus petit que le reste de sa main. Pourquoi donc? Parce que nous avons développé la préhension beaucoup plus que le chimpanzé. Lui, sa main sert encore d'autopode, donc il va falloir résister aux appuis sur les doigts, d'où cette partie de l'autopode beaucoup plus développée et plus musclée. N'allez pas jouer avec un chimpanzé, hein. Vaut mieux pas que vous preniez un pain dans la tronche, ça fait mal. On en revient à notre étude comparative. Dernier point, on va travailler sur le crâne. Donc vous voyez que les crânes n'ont pas du tout la même insertion au niveau de la colonne vertébrale. Ici, la colonne vertébrale semble s'insérer sur l'arrière du crâne, alors que nous, bien au milieu. La position redressée fait que nous avons une vue située à 1,60 m de hauteur. Nous voyons à l'horizontale très loin, alors que le chimpanzé, lui, voit vers le bas. Donc lui, les prédateurs, il ne les voit pas arriver de loin. D'où l'utilité, si on est configuré comme ça, de vivre principalement dans les arbres, puisque comme ça, on voit les prédateurs arriver. Alors que nous, en voyant comme ça, on voit les prédateurs arriver de loin, et donc du coup, la bipédie a facilité le déplacement, la fuite, la conquête de nouveaux territoires. Donc ce crâne, chez l'homme, il est arrondi, il y a un front, et il n'y a pas de torus susorbitaire. Alors que chez le chimpanzé, le crâne est plutôt aplati, on n'a pas du tout de front, on a des arcades sourcilières prédominantes qui forment un torus susorbitaire, hein, ce qu'on appelle les bourrelets susorbitaires. Hein. Alors oui, bourrelet, normalement c'est pour un tissu mou plein de gras, vous savez, les petits bourrelets sur le bide. Bon, et bien comme ça ressemble à un bourrelet, mais c'est de l'os, on appelle ça un bourrelet susorbitaire, on devrait dire scientifiquement un torus susorbitaire. Bref, ici, vous voyez donc que la forme du crâne n'est pas du tout la même. Et on va pousser l'étude en comparant les crânes sous mesurime. Je suis maintenant sous mesurime. On va donc pouvoir comparer ces deux crânes, à gauche le chimpanzé, à droite l'homme. Donc ils sont à la même échelle. Vous pouvez tout de suite constater la différence de proportion entre la face ici et là. Par rapport à quoi? Par rapport, hop, à la boîte crânienne. Vous voyez que chez nous, effectivement, c'est beaucoup plus important. Ouais, c'est pas très scientifique ce que je fais sous mesurime, on s'en fout, c'est juste pour voir. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Hormis, bien sûr, cette différence de proportion, qu'il y a une différence dans la forme de la mâchoire. Si je dessine la mâchoire, hop, hop, j'ai plutôt un carré, alors qu'ici, j'ai une parabole. Ensuite, toujours sur cette mâchoire, si je regarde les dents, regardez les dents ici, regardez les dents à droite. On voit très peu de différence dans les dents chez l'homme, alors qu'ici nous avons 1, 2, 3, 4 incisives. Là, les incisives, on les voit. Et après l'incisive, c'est la canine. Et la canine, on la voit bien ici, elle est proéminente. Canine, canine, canine. Alors que chez nous, franchement, bon, bah, celles du haut, on les devine un peu, et celles du bas, vous les voyez?
Hein? Bon, alors là, on devine 1, 2, 3, 4 incisives. Donc en théorie, canine par là, canine par là. Tout petit les canines, hein? Donc ça prouve bien qu'on n'a pas le même régime alimentaire. Si je passe maintenant aux vues de profil, et ben qu'est-ce qu'on retrouve? La différence de proportion entre la face et le volume cérébral. Petit volume cérébral, gros volume cérébral. Voilà, on voit très bien donc la projection de la face en avant, le prognatisme très élevé, très prononcé, alors que chez nous, le prognatisme est faible, la mâchoire est reculée et nous avons un petit menton qui se développe, qui n'existe pas du tout chez le chimpanzé. Vous voyez, il n'y a pas de proéminence, il n'y a pas ça là, voilà, hop, s'il y avait eu ça, là, c'est un os comme ça, on aurait dit il y a un menton. Mais non, il n'y a pas ça, alors que nous avons un menton. Et donc, les fameux bourrelets susorbitaires qu'on voit très bien ici et que chez nous, ben, il n'y en a plus. Après ce comparatif, on va essayer de comprendre pourquoi nous avons un crâne différent de celui du chimpanzé alors que nous avons presque 98-99% d'informations en commun. On résume donc notre comparaison dans un tableau. Chimpanzé, brachiation quadripédie, le knuckle walking, alors que chez l'homme, c'est la bipédie. La position de la tête en avant de la colonne vertébrale chez le chimp, posée en équilibre au sommet de la colonne chez nous. Le nombre de courbures, 2 chez le chimpanzé, 4 chez nous. Les membres supérieurs comparés aux membres inférieurs, puissants et allongés, adaptés à la locomotion arboricole, donc ce qu'on appelle la brachiation, se déplacer avec les bras. Alors que chez nous, ils sont plus courts que le membre inférieur, ils sont adaptés à la manipulation des objets. Au niveau du bassin, l'os iliaque est long et étroit chez le chimpanzé, court et large chez nous. Ce qui veut dire que ça va permettre un positionnement du fémur différent et donc une position de la jambe différente et donc impact sur le pied. On a un pied qui est adapté à la préhension chez le chimpanzé alors qu'il est adapté à la marche chez nous. Le volume crânien, 400 chez le chimpanzé, 1400 chez nous. La position du crâne par rapport à la colonne vertébrale. Donc le crâne est peu développé, la face est projetée vers l'avant, alors que chez nous le crâne est très volumineux, la face est presque à la verticale du front. Et nous avons donc un prognatisme fort chez le chimpanzé, c'est-à-dire l'avancement de la mâchoire, alors qu'il est faible chez nous. Et par contre, nous avons un menton qui est aligné sous les dents, cette petite courbure des os. Au niveau du prognatisme, c'est-à-dire l'avancée de la mâchoire, il est très fort chez le chimpanzé, alors que chez nous, il est faible. Et comme notre mâchoire est reculée, nous avons un petit menton, c'est-à-dire cette petite courbure de l'os. Au niveau des dents, justement, nous avons une dentition fortement différenciée avec des grosses canines, des mâchoires épaisses, alors que chez nous, la dentition est peu différenciée. On a des mâchoires légères, peu puissantes. Et l'arcade dentaire, elle est en U chez le chimpanzé et elle est parabolique chez nous. Donc vous voyez que le peu de différence que nous avons, on suffit pour modifier largement notre phénotype par rapport au chimpanzé. Alors, il n'y a pas que ça. Il va y avoir aussi un phénomène qu'on appelle la néoténie. Si on compare le stade fœtal d'un chimpanzé et d'un homme au niveau du crâne, quasiment pas de différence. Ils sont quasiment identiques. Et pourtant, à l'âge adulte, on a une forte différence. On vient de voir les photos sous mesurime. Comment ça se fait que en ayant au départ une même structure crânienne, on ait au final des structures crâniennes si différentes, avec des proportions si différentes. Ici, la majeure partie du crâne est occupée par la face, alors que là, la majeure partie du crâne est occupée par le volume cérébral. C'est comme s'il y avait en fait une différence de croissance des différentes parties du crâne. Chez le chimpanzé, c'est plutôt la face qui se développe fortement, et chez nous, c'est plutôt le cerveau qui se serait développé. Et ça fait partie du processus de néoténie, c'est-à-dire la conservation de caractères juvéniles à l'âge adulte, parce qu'au final, si je l'enlève lui, regardez, quasiment la même chose. Hein, regardez ce crâne adulte, il a la même forme que les crânes des fœtus, y compris celui du chimpanzé. Ce qui veut dire que finalement, notre forme de crâne adulte est une forme fœtale de notre crâne. C'est comme s'il ne s'était pas différencié, comme s'il n'avait pas subi la puberté, quoi. Bon, puberté, j'exagère. Mais bref, il n'a pas grandi. Et on revient à la génétique. Si on prend le développement comparé d'un crâne de chimpanzé et d'australopithèque d'homme moderne. Bon, on va oublier australopithèque, on est comparaison chimpanzé-homme. Bon, on va la laisser quand même, on voit qu'il y a une petite intermédiaire. Voici le crâne d'un jeune chimpanzé, voici le crâne d'un adulte. Voici le crâne d'un jeune humain, voici le crâne d'un adulte. On s'aperçoit qu'effectivement, entre le jeune et l'adulte, forte différenciation, alors que chez nous, quasiment pas. Et si on regarde la durée d'expression des gènes de développement, vous avez
En rouge, les gènes responsables des caractères juvéniles. En jaune, la durée d'expression des gènes des caractères adolescents. Et en bleu, la durée d'expression des caractères des gènes adultes. Si on prend le chimpanzé, quand il est petit, les gènes contrôlant les caractères juvéniles et adolescents s'expriment. Et puis, avec l'âge, la croissance, la puberté et tout, les gènes des caractères adultes s'expriment. On a une différenciation. Chez l'Australopithèque également. Mais vous voyez déjà que la durée d'expression des gènes est un peu plus courte. Et si on regarde chez les humains, en fait, les gènes qui sont responsables des caractères adultes ne s'expriment pas du tout chez nous. On ne fait qu'exprimer tout au long de notre vie des gènes responsables de caractères juvéniles et adolescents. Et oui, on est des éternels adolescents, même jusqu'à 77 ans et même plus. C'est ce qu'on appelle le phénomène de néoténie. Si on compare les phases et les étapes clés du développement chez le grand singe et chez l'homme moderne, on va retrouver les mêmes étapes, mais ces étapes ne durent pas le même temps. Par exemple, la phase embryonnaire, elle dure 2 semaines chez le grand singe, alors que chez nous, 8. Ça va signifier quoi? Pendant cette phase embryonnaire, vont s'ébaucher toutes les grandes parties de l'organisme. Et donc, pour les mettre en place, les cellules se multiplient. Or, si la durée embryonnaire est plus importante chez nous, 8 semaines, ça veut dire qu'on va multiplier plus longtemps nos cellules, on va multiplier le nombre de cellules, voilà peut-être pourquoi aussi on est peut-être un peu plus grand, mais surtout, on va avoir 2 à 3 fois plus de cellules nerveuses que le singe, d'où l'augmentation de notre volume cérébral. La période fœtale est quasiment identique. Ensuite, on passe à la période dite lactéale, la période où on va téter notre mère pour boire du lait maternel. Et vous voyez que chez le chimpanzé, c'est jusqu'à l'âge de 3 ans. Et chez nous, si nous étions dans la nature, nous téterions notre mère jusqu'à l'âge de 6 ans. Bon, aujourd'hui, on boit du lait de vache. Mais globalement, la période lactéale, là, on a besoin de lait pour grandir. Chez nous, c'est jusqu'à 6 ans. Ça veut dire quoi? Qu'on va avoir, bien sûr, une grande capacité crânienne due à la multiplication des cellules nerveuses. On va avoir, comme les chimpanzés, une bipédie temporaire au démarrage de notre période lactéale. Par contre, cette bipédie, elle va s'installer chez nous, elle va devenir définitive, alors que chez le chimpanzé, pas du tout. Pendant cette période-là, on va voir l'apparition du menton, l'apparition du langage articulé. Ça, c'est grâce à la descente du larynx et à l'allongement de notre pharynx qu'il n'y a pas chez le chimpanzé. Et donc, à 6 ans, nous entrons dans la période de substitution, là où nous remplaçons notre alimentation lactée par notre alimentation normale. Et c'est à cette période-là qu'il y a arrêt de la croissance du cerveau, migration du tronc occipital vers l'arrière du crâne chez le chimpanzé, alors que chez nous, ces caractères-là vont être bloqués. Nous avons des caractères qui n'apparaissent pas chez le singe, à savoir l'allongement de la période de croissance et d'apprentissage, de 6 à 14 ans, ça fait 8 ans, alors que eux, c'est de 3 à 7, ça fait 4 ans. Et nous avons apparition de la 3e molaire retardée, alors que chez eux, pas du tout. Alors que chez les chimpanzés, il y a des caractères qui apparaissent, qui n'existent plus chez nous. Ça va être les canines très développées, les crocs, on les a vus, les muscles masticateurs puissants, ainsi que le fort bourrelet au-dessus des yeux. Donc, vu que cette période-là, chez nous, elle ne s'exprime pas parce que les gènes de développement ne s'expriment pas, vous êtes tout petit, voilà, à partir de 14 ans, après c'est fini. Nous avons, en plus de ça, des durées d'expression de gènes juvéniles, adolescents, qui sont plus longues chez nous que chez les chimpanzés. C'est ce qui explique que finalement, à l'âge adulte, nous ayons un phénotype d'adolescent, d'enfant, alors que chez le chimpanzé, passé les 7 ans, il change radicalement de visage et son faciès n'est plus du tout le même. On revient à cette image, vous voyez tout de suite la différence dans les proportions. Regardez, vous avez un jeune chimpanzé ici, vous le reconnaissez tout de suite, alors qu'à côté, on a des faciès franchement différents. Donc on repère très bien ici les faciès adultes par rapport aux faciès juvéniles. Là on a un jeune, là on a un ado. Regardez, les bourrelets susorbitaires, ils ne sont pas encore très développés, alors qu'ici, ils le sont fortement. Vous voyez, là on a je dirais un fin d'adolescent, début d'adulte. Vous voyez la différence? Chez nous, ça n'existe pas. Alors, comment dater le dernier ancêtre commun de l'homme et du bonobo? La datation, elle a été faite grâce à des données moléculaires. On considère donc les lignées menant au macaque, au bonobo, à l'homme. On peut faire l'hypothèse que sur certains gènes, le taux de mutation mu, c'est-à-dire le nombre m de mutations qui s'accumulent dans une séquence donnée pendant un temps t, mu égale m sur t. Il est constant et qu'il est le même dans chaque lignée. Alors, l'accumulation des mutations constitue une sorte d'horloge moléculaire qui peut permettre d'estimer l'âge t du dernier ancêtre commun à l'homme et au bonobo.
c'est-à-dire celui-là. Si on prend l'arbre généalogique de ce groupe, on peut encadrer l'âge des primes du dernier ancêtre commun au macaque, à l'homme et au bonobo grâce aux fossiles. Qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'on a un fossile, Camaillopithecus, qui est âgé d'environ 27-24 millions d'années. Et avant lui, le plus ancien fossile connu de primates de l'ancien monde, Saadanius, 29-28 millions d'années. Donc, ce qui veut dire que l'ancêtre commun à l'homme, bonobo, macaque, il s'est formé, lui, environ à 27 millions d'années, entre lui et lui. Donc, on a une bifurcation. On a notre dernier ancêtre commun des grands primates. Tout ça s'est passé assez rapidement, à plus ou moins 1 million d'années. Donc, on peut faire une estimation à plus ou moins 1 million d'années. On va donc dire qu'ici, T', ça s'est passé il y a 27 millions d'années, cette séparation. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Grâce à l'étude de la protéine COX-2 de l'homme et du bonobo, on sait qu'on a 6 mutations entre les deux. Ce qui veut dire que comme on a 2 branches, on a 3 mutations par branche. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Qu'on a 27 mutations qui se sont accumulées dans la protéine. Donc, 27 sur globalement 2 branches, ça fait 13 mutations et demie par branche. Donc, 13 mutations et demie sur la ligne du macaque et 13 mutations et demie dans cette branche-là. Comme on en a déjà 3 ici, bah ça fait 10 et demi là. Avec tout ça maintenant, il va falloir trouver l'âge de dernier ancêtre commun à l'homme et au bonobo. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que mu est égal à m sur t. Mu, c'est le taux de mutation. C'est le nombre moyen de mutations divisé par le temps. Qu'est-ce qu'on a comme info? On sait qu'entre l'homme et le macaque, il y a 27 mutations de COX-2. Ça veut dire 13,5 mutations par branche. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la séparation macaque-homme, elle a eu lieu par là, environ 27 millions d'années. On peut donc faire une estimation. Mu égale 13,5 mutations divisé par 27. Mu est égal à 0,5. On s'intéresse maintenant à l'homme et au bonobo. On sait qu'entre eux, il y a 6 mutations différentes, ça fait 3 mutations par branche. On rappelle que mu égale m sur t. On remplace m par 3. Mu, on l'a calculé, on a trouvé 0,5. Ben voilà, c'est mathématique, c'est tout simple. La séparation homme-chimpanzé, elle a eu lieu il y a environ 6 millions d'années.